On fait le bilan calmement en se remémorant chaque instant de ce mercato. Si tu as la ref, je t'invite à l'écrire directement en commentaire. Les amis, bienvenue sur CM Football. C'est un vrai plaisir de vous retrouver ce matin pour vous partager mon bilan de ce mercato. Un mercato réussi, oui, un mercato réussi parce que l'Olympique de Marseille va mieux en ce début de saison. Deuxième du championnat, on en a parlé dans la vidéo de cette semaine. Et évidemment, même si le mercato il est réussi, on est en droit de se dire qu'il est presque parfait. Presque, oui, parce qu'il manque des joueurs. Il manque des joueurs en défense. On va en parler quand on va regarder l'ensemble de ce mercato estival qui a été réalisé. L'Olympique de Marseille est deuxième du classement. 10 buts marqués, 4 buts encaissés. 3 défenses réalisées en 3 matchs. On verra quelle sera la charnière centrale de Roberto De Zerbi face à Nice. En tout cas, on va parler d'un mercato tout au long de cette vidéo avec un plan qui est très très chargé, donc installez-vous bien sur votre fauteuil, c'est parti. On commence évidemment avec les départs. Les départs avec 81 millions de ventes réussies. Est-ce qu'on peut se dire que l'OM sait vendre ? Moi, j'ai envie de le dire en tout cas, parce que c'est inattendu et vous êtes d'accord avec moi, on est satisfait sur les départs, c'est très bien vendu à 49% sur Instagram. Je vous ai partagé, ça sera le fil rouge de la vidéo, toutes les questions de ce mercato sur mon compte Instagram. Et évidemment, on est en droit d'être satisfait. Pourquoi ? Parce que qui aurait pu imaginer qu'Iliman Ndiaye, que Vitinha et qu'Ismaïla Sarr allaient partir pour un cumul de plus de 45 millions d'euros ? Moi, perso, je ne l'imaginais pas. Et on a l'Olympique de Marseille et la direction de l'Olympique de Marseille qui ont été raillés parce que l'OM ne sait pas vendre. Alors ouais, il y a encore des trous dans la raquette, oui, il y a encore des points d'interrogation, il y a des zones d'ombre, on se dit comment on peut vendre Jonathan Klaus 5 millions, comment on peut vendre Verretou 4 millions. D'accord, mais dites-vous de l'autre sens que à l'OL, à Lyon, on se dit le mec allait passer la saison dans le loft et n'allait pas jouer à l'OM et on met 4 voire 5 millions avec les bonus sur un joueur qui était clairement de côté. Donc de l'autre côté, on se dit c'est peut-être cher payé pour un joueur qui n'allait pas jouer. Et je trouve que pour le libérer de l'Olympique de Marseille, le libérer de son salaire, nous on fait plutôt, je dis pas une affaire, mais une vente intéressante. Alors, il y a encore, évidemment, des zones d'ombre. Il y a le transfert de Pape Gueye, c'est dommage. Il y a Amavi aussi. On peut voir le verre à moitié vide. Mais l'OM a quand même réussi à se libérer de son loft. On va en parler tout à l'heure. Et c'est plutôt bien vendu, même si le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang, il a plus été de 6 millions d'euros. 81, 78 millions d'euros de vente. Je trouve que c'est plutôt un bon mercato en vente. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, concernant les arrivées, pareil, on a de quoi être très satisfait parce qu'on est dans une balance commerciale qui est quasiment nulle. C'est ce qu'avait demandé l'actionnaire Franck McCourt. Il a l'argent, Pablo Longoria, pour jouer et il a très bien joué, en tout cas financièrement, cet été. Alors, on va nuancer tout de suite parce que 85 millions de dépenses, ça ne comprend pas. Et on va le voir juste après, 45 millions de prêts avec options d'achat, des options d'achat qui viendront la saison prochaine. Mais de la même manière que lorsqu'il a réalisé son premier mercato où il n'avait pas beaucoup d'argent pour jouer, Pablo Longoria et Mehdi Benassia ont pu justement décaler certaines ventes. Et ça, c'est un point fort pour avoir une équipe compétitive. L'Olympique de Marseille a été le 3e club en France à dépenser le plus. Derrière, évidemment, le Paris Saint-Germain, mais derrière aussi l'Olympique Lyonnais. Et on sera attentif ici sur le classement de l'Olympique Lyonnais tout au long de la saison. L'OM a dépensé un peu plus que Rennes et Monaco. De la même manière, je serai attentif sur le classement de Rennes, qui dépense régulièrement beaucoup d'argent. Hormis la saison dernière, Rennes a terminé devant l'Olympique de Marseille. Les autres saisons, l'OM termine devant Rennes. Et le bruit médiatique autour du stade rennais n'est pas le même que celui de l'Olympique de Marseille. Donc c'est important de préciser et de comparer avec nos autres joueurs. La valeur de l'effectif de l'Olympique de Marseille a grandi, plus 15% aussi, par rapport à ses arrivées. Parce que le recrutement, oui, il a été tourné vers la Première Ligue, on en a parlé cette semaine, mais surtout sur des joueurs à fort potentiel, des jeunes joueurs, regardez en jaune. On a 7 joueurs de moins de 24 ans qui sont arrivés. Donc c'est pour ça aussi qu'il va falloir faire patienter par rapport à leur rendement. Et s'il y a des moments plus délicats dans la saison,
il faudra se rappeler de cette jeunesse de l'effectif et de cette nouveauté. Mais quand tu prends Greenwood, quand tu prends Wai 25 millions d'euros, il va falloir qu'il réussisse, le garçon. Ismaël Koné, ça reste un espoir. Il va falloir qu'il prouve. Lui qui est arrivé pour 12 millions d'euros, mais ça reste un jeune joueur. Marché Première Ligue. On l'a vu avec Ismail Assar économiquement. On l'a vu avec Iliman Ndiaye économiquement. Intéressant de voir que tu peux revendre plutôt sans perdre d'argent après un an. Raté. Alors là, on va espérer qu'ils réussissent. Parce que si tu les revends derrière, ça peut faire jackpot. Tu vas chercher 2 gardiens rapidement. Quand tu as les tiens qui sont partis ou blessés, tu prends Rouli, tu prends Delangue pour 6 millions d'euros. Quand je te dis rapidement, c'est rapidement quand tu te retrouves le couteau sous la gorge, parce que tu n'as plus de gardien. Mais tu mets 6 millions d'euros pour un gardien de 32 ans, qui a une réelle expérience. On va reparler tout à l'heure spécifiquement dans la défense. Tu as des prêts après, avec justement cette obligation d'achat la saison prochaine. Alors, pas pour Valentine Carboni, qu'on doit voir, on va espérer découvrir plus précisément face à Nice. Tu as un recrutement très malin avec Neil Maupay, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, tu as les décalages avec Højbjerg, Brassier et Rowe. Mais c'est inespéré quand tu vois la saison dernière et que tu sais que tu ne joues pas l'Europe. En plus de, évidemment, Roberto De Zerbi, dont on a parlé longuement dans la précédente vidéo. Donc, c'est bien, j'aime beaucoup, mais il y a des trous. Oui, il y a des trous. Il y a des trous, c'est sûr. Mais quand même, et je partage cet avis-là, il y a des trous, mais je reste quand même dans un mercato de recrutement satisfaisant par rapport à tout ce qu'on vient de citer. Alors, il y a eu la gestion du loft. Est-ce que vous l'avez comprise, cette gestion du loft ? Elle est délicate. L'institution, elle est au-dessus de tout. Ça, je l'entends et je mets régulièrement justement les mots de Pablo Longoria en avant par rapport à cette institution. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire différemment ? Peut-être. Parce que là, on l'a vu, j'ai pas la solution. Si vous avez une solution dans cette gestion, dites-le moi, je suis curieux d'avoir votre avis. Je suis curieux parce que l'institution, elle est clairement au-dessus de tout, mais dans ce mercato, on a vu que ça avait retardé certaines arrivées. Ça avait retardé, et le message que tu envoies quand tu mets tes joueurs dans le loft, ça veut dire clairement que tu n'en as plus besoin, et tu mets aussi une image dépréciative sur ces joueurs. Et on devait vider le loft pour faire des recrues. On avait Retou qui a été cyberharcelé derrière, et le club a pris la parole justement pour défendre, sans citer le joueur, mais c'est peut-être lui qui était justement derrière les mots cachés de la direction. En tout cas, c'était pas acceptable. Il y a des joueurs qui sont partis, comme Pau Lopez, qui ont respecté leur parole. D'autres, comme Gigot, ont respecté leur parole également en disant qu'il allait partir, et il l'a fait. Il y a Ulysse Garcia qui va être réintégré, mais l'image que ça renvoie n'est pas forcément la meilleure. Alors, est-ce que c'est un signal envoyé à tous les autres joueurs ? Je pense que oui, dans la saison, parce que dès lors que tu arrives à 1 an de la fin de ton contrat, si tu n'as pas prolongé, tu sais que tu vas finir dans le loft. Donc le message, il est on t'envoie, on te vend. Voilà. Donc je pense qu'on peut mieux faire, mais je garde en tête aussi que c'est pas simple comme situation, que les joueurs ont des contrats et que la direction, elle a envie aussi de faire évoluer. Donc c'est pas le meilleur, mais quand même, voilà, il y a des choses qui doivent s'améliorer. Alors, il y a la gestion des minots aussi. La gestion des minots, elle est assez intéressante parce qu'il y a eu un message fort qui a été envoyé par cette direction en disant « Si tu signes pas pro, si tu signes pas le contrat qu'on t'a donné, tu joueras pas. Et tu quitteras justement l'effectif pro avec lequel tu t'entraînes. » Et je pense que ce message fort, il a été écouté. Alors, tout le monde n'a pas encore signé. Je crois qu'il y a le contrat de Selami qui doit être encore signé. Mais on a Enzo Sternal qui a prolongé. Alors, j'étais surpris sur la durée du contrat lorsque ça avait été signé, mais vous me l'aviez très bien rappelé. Un minot, un joueur du centre de formation ne peut pas signer un contrat plus long que 3 ans. Donc, on va se retrouver en 2025, fin 2025, avec cette interrogation, 25-26. Ils vont arriver à 1 an de la fin de leur contrat. Est-ce qu'ils vont re-signer ? En tout cas, on a Enzo Sternal qui a prolongé, on a Bacola également qui a prolongé. Quand tu regardes Abdallah et quand tu regardes Lafont qui ont également signé pro, tu te dis qu'il y a une vraie belle jeunesse à cet OM. Maintenant, est-ce qu'ils vont
Intégrer le 11 de l'OM, quand tu penses aussi à Bilal Nadir, je sais pas. Prenons le temps de les faire évoluer. Déjà, c'est un signal fort qu'ils aient signé un contrat pro. Ils ont remporté la Coupe Gambardella en mai dernier. C'est formidable. Combien vont réussir leur carrière professionnelle avec ou sans l'OM? C'est déjà un premier point. Et ces joueurs sont intégrés aux entraînements pro. Il y a évidemment des joueurs extraordinaires comme Lamine Yamal, mais il faut les faire franchir des étapes. Je dis Lamine Yamal parce que c'est un symbole comme Zahir Emery en Ligue 1, des joueurs qui franchissent des étapes plus vite que les autres. Il faut les faire jouer, certes, pour savoir s'ils sont capacités de franchir ces étapes, mais aussi il faut les faire grandir. Tout le monde n'a pas cette capacité à pouvoir intégrer un groupe pro aussi rapidement que les deux joueurs que j'ai précités, et on verra cette saison comment ça va se passer, tout en gardant les objectifs dont on va parler en fin de vidéo. Et donc, il faut mettre tout ça dans une boule, mélanger et les encadrer aussi. Donc moi, je suis très content qu'ils signent pro, mais je serai patient avec eux. Concernant maintenant les lignes, je vous ai posé la question, votre recrue préférée en défense, en intégrant les gardiens, eh ben, vous m'avez dit Rouly, c'était serré, Rouly et Brassier, je comprends. Deux joueurs qui ont déjà marqué des esprits. Oui, Rouly, par rapport à son début de saison avec l'Olympique de Marseille, à la 8e minute, il a déjà arrêté un penalty. Et Brassier, il y a des interrogations sur lui qui se posent déjà. J'ai envie de dire, calmons-nous. Le garçon, il vient d'arriver, il faut qu'il prenne la mesure de l'OM. Oui, sur certaines relances, ça reste encore imparfait, mais je pense qu'il a le caractère et le mental pour réussir. Hein. Dans la vidéo qu'on avait fait pour sa présentation, on avait vu le jeune joueur qui avait déjà pris un préparateur mental pour franchir un palier à Brest. Et on se rappelle, la saison dernière, avec Brest, il a réussi à qualifier le club avec ses coéquipiers en Ligue des Champions. Il y a en tout cas, une vraie passion pour ce joueur. On va voir comment il va évoluer. Mais c'est vraiment aussi sur cette ligne où il manque un joueur, où ce mercato a peut-être été, je dis pas défaillant, mais il manque une touche. Il manque une touche parce que quand tu regardes justement l'effectif de l'Olympique de Marseille, bah tu te dis qu'on a Rouly des Langueux dans les buts, Brassier, Cornelius, et peut-être parfois même les deux ensemble si Balerdi vient à se blesser, on l'a vu. Mais sur le poste d'arrière gauche, il y a une satisfaction évidemment avec Quentin Merlin, Ulysse Garcia qui revient, mais à droite, c'est un peu léger. Alors, Michael Murillo va faire le taf. Bamo Meïté, il y a une interrogation qui réside autour de lui parce que il n'est pas dans les plans et il a participé à la préparation, mais il est rentré juste quelques minutes contre Brest et contre Toulouse quand le score était acquis. Et d'ailleurs, contre Toulouse, rappelez-vous, on a l'Olympique de Marseille et de Zerbi qui font sortir Kondogbia et Højbjerg pour faire rentrer Rongier, Merlin qui quitte son poste de latéral gauche pour aller au milieu de terrain, Murillo qui passe à droite du côté gauche et Bamo Meïté qui rentre à droite. Donc pas mal de changements dans cette équipe à ce moment-là, mais à droite, ça reste imparfait et ça risque d'être le point faible, le point faible de cette équipe. Si jamais Quentin Merlin se blesse, je suis curieux de savoir qui jouera à gauche. Ulysse Garcia peut-être, mais est-ce qu'on basculerait pas Brassier sur le côté gauche, lui qui a pu jouer à ce poste du côté de Brest, même si c'était que quelques matchs. En tout cas, ce mercato en défense, il me plaît par rapport au gardien. Il fallait absolument un gardien. On en a deux. On verra si Delangue joue contre Nice. Lui qui arrive en numéro 1 bis et un Rouly qui a réalisé une erreur, je pense, face à Toulouse et qui a été imparfait face à Reims, laissant son côté fermé ouvert justement sur le deuxième but de Reims. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec justement mon approche sur cette défense. Concernant la défense, on a aussi ce mix avec Balerdi qui est capitaine, Balerdi qui a été nommé capitaine, et ça c'est un point important. On le verra par la suite dans l'effectif avec ces joueurs qui servent de base pour Roberto De Zerbi et Quentin Merlin qui est enfin l'enchanteur, mais il va falloir qu'il confirme. Au niveau du milieu de terrain, c'est un plébiscite. C'est un plébiscite pour Højbjerg dans les recrues, 91% des votes. Pour tous les votes, il y a eu plus de 1000 votes. Donc c'est pour vous dire que ça commence à être représentatif. Donc merci pour votre soutien sur Instagram. Après, c'est logique par rapport à Carboni qui est que peu de minutes.
Et c'est logique aussi par rapport à Koné, qui n'a pas joué la moindre minute. Mais Højbjerg, c'est le métronome de cet Olympique de Marseille. C'est un vrai plaisir de le voir à l'OM et c'est inattendu, inespéré. Capitaine de l'équipe du Danemark, il a marqué hier dans les matchs de qualification à la Ligue des Nations. Il est partout. Il a une très bonne hygiène de vie. On va espérer qu'il ne se blesse pas, mais c'est un vrai renfort plus pour l'Olympique de Marseille. Au niveau, c'est le très haut niveau. Et qu'il est signé à l'OM sans Coupe d'Europe, c'est assez fort, c'est très fort. Il y a une interrogation, on va voir comment Ismaël Koné va s'intégrer. Lui qui peut être attendu au milieu défensif, lui qui peut être attendu un peu plus haut, c'est Roberto De Zerbi qui l'avait dit, peut-être à la place d'Amin Harit, peut-être à la place de Carboni. Carboni qui n'a pas disputé la moindre minute hier face au Chili avec l'Argentine. Carboni qui doit encore évidemment travailler ses automatismes. C'est un gaucher supplémentaire dans l'équipe, c'est bien. Et on va voir comment il va rentrer et est-ce qu'il sera dans le 11 directement face à Nice. On le saura, lui qui revient aussi d'Argentine. Ce sera peut-être particulier pour lui et peut-être un peu juste pour être dans le 11. On verra si Roberto De Zerbi capitalise sur Amin Harit. Et puis, il y a la bonne surprise, Geoffrey Kondogbia, qui a enchaîné les matchs de préparation, enchaîné les matchs depuis le début de la Ligue 1, et qui est pour moi satisfaisant parce que il apporte son expérience et il forme un bon duo avec Højbjerg. Donc on verra aussi comment ça va se passer avec Koné, mais c'est peut-être une bonne recrue s'il ne se blesse pas. Valentin Rongier qui monte dans le temps de jeu. On verra si De Zerbi compte sur lui, mais en tout cas au milieu de terrain je nous trouve fourni. Je sais qu'il y a la piste Bennacer qui existe. On verra si Bennacer arrive. Ça veut peut-être dire que Kondogbia partirait lors du mercato d'hiver. En tout cas, on analysera ça attentivement. Mais là, on a un milieu où tous les postes sont doublés et ça me plaît par rapport à ce qui était attendu parce qu'il y a encore une fois un mix d'expérience et de joueurs qui étaient déjà là la saison dernière. Comme quoi, parfois, avec un staff qui est différent, avec des mots qui sont différents et des méthodologies qui sont différentes, tu peux avoir des joueurs qui performent. Donc on verra évidemment si ça se confirme, mais au niveau du milieu de terrain, oui, il y a de quoi être satisfait et avoir la recrue Højbjerg en recrue phare, c'est très 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 bien. Et puis évidemment là au niveau de l'attaque, il n'y a pas photo. 4 recrues et votre recrue préférée, logiquement, c'est pareil, c'est un plébiscite, c'est Mason Greenwood. On va pas en faire des caisses sur Mason Greenwood, j'en ai assez parlé lors de la dernière vidéo, mais c'est vrai que c'est un joueur hors norme. Son premier ballon, c'est un but, et puis derrière, il devient meilleur buteur de la Ligue 1. Je pense qu'il va écraser la Ligue 1 cette saison. S'il ne se blesse pas, on peut attendre de lui qu'il termine meilleur buteur de cette Ligue 1. Il est clairement au-dessus. On a Eli Wahi qui est arrivé. Il va falloir lui laisser du temps. C'est un joueur qui a besoin d'avoir un entourage stable autour de lui sur le terrain et il va falloir qu'il prenne justement la mesure. Mais c'est pas la recrue phare, en dehors évidemment de Mason Greenwood, mais il a le poids de son transfert à digérer et il va falloir qu'il marque rapidement aussi son but au Vélodrome pour le libérer, lui qui a subi quelques sifflets, mais c'était mieux face à Toulouse et ça, on a été plusieurs à le voir. Il y a Jonathan Rowe qui est arrivé aussi. Lui, il va falloir qu'il s'acclimate. Nouveau championnat, premier départ pour lui à l'étranger. Il va falloir voir comment il va s'adapter. Mais je trouve que c'est bien. C'est une concurrence saine qu'il va apporter à Luis Enrique. Et on a vu son entrée face à Reims. Il avait beaucoup d'envie. Et ce dynamisme, il peut apporter. Peut-être monter en puissance au fur et à mesure de la saison. Mais la recrue que j'apprécie particulièrement dans ce mercato au niveau de l'attaque, c'est Neal Maupay. Parce que je pense qu'il va apporter cette touche d'expérience dans cette jeunesse au niveau de l'attaque. Je vous rappelle que Greenwood, Rowe et Wahi, c'est moins de 23 ans pour les trois. Et lui, il a 28 ans. Alors il vient pour suppléer Wahi après la malheureuse terrible blessure de Mumbagna, mais il va apporter justement son expérience et cette concurrence saine à Wahi. Et je pense que Wahi va sentir le souffle dans son cou pour être titulaire. Et là, les deux sont à l'entraînement pendant cette trêve internationale et on verra peut-être qu'il y aura une surprise face à Nice parce que Maupay a été formé à Nice et il pourrait jouer un mauvais tour. Lui, il n'a pas peur. Et je pense que la pression, il la boit. Et je pense qu'il va être prêt face à Nice. Et je pense que cette concurrence, elle peut être très saine
avec un joueur qui est très polyvalent, c'est Luis Enrique. Luis Enrique, dont je vais reparler juste après, quand on va voir le 11 de l'Olympique de Marseille. Un Luis Enrique qui est adapté maintenant à Marseille et sur qui Roberto De Zerbi fait confiance, et ça va être une vraie variable d'ajustement. Le 11 de l'Olympique de Marseille est le suivant: Luis Enrique sur le côté gauche, mais Luis Enrique qui pourra jouer également à droite. Un Rowe qui pourrait rentrer, un Sternal qui est aussi dans la rotation. Devant, on a le poste qui est doublé, et le fait que Greenwood n'ait pas de doublure ne m'embête pas, parce que Luis Enrique qui joue à gauche aujourd'hui pourra suppléer Greenwood, et peut-être que vous allez avoir un avis ici particulier, mais moi je verrais bien Luis Enrique en variable d'ajustement pour suppléer le poste de latéral droit et de piston droit. On sait que ce poste-là, la défense de l'Olympique de Marseille bascule régulièrement à 3 et fait monter un latéral, et on pourrait avoir justement Luis Enrique qui pourrait être cette variable d'ajustement. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que ça peut être une idée intéressante à tester. Après, on ne va pas le trimballer partout, mais son rendement depuis le début de la saison, il est vraiment efficace. Voilà le 11 de l'Olympique de Marseille, en tout cas pour cette saison. Tous les postes sont quasiment doublés, avec Cornelius qui pourrait justement suppléer Balerdi, comme on l'a vu face à Toulouse. Il a de la gueule ce 11 quand même, hein. Il a de la gueule. Il est intéressant, c'est un bon mix aussi de joueurs qui étaient présents la saison dernière: Balerdi, Merlin, Kondogbia, Rongier, Luis Enrique, Harit, avec de nouvelles recrues. Il reste cette zone d'ombre évidemment, avec le suppléant de Quentin Merlin, Ulysse Garcia, Bamo Meïté et Murillo à droite. Ça reste un peu léger pour atteindre les ambitions que l'Olympique de Marseille doit se fixer, mais quand tu pars de la saison dernière avec l'effectif qu'on avait et que tu arrives à ça au 6 septembre, je trouve que c'est quand même satisfaisant. Alors, quelles ambitions pour cet Olympique de Marseille, avec un Franck McCourt qui avait annoncé que Pablo Longoria disposait de tous les éléments pour pouvoir faire un nouveau plan à 3 ans. Et déjà, certains pensent que l'Olympique de Marseille peut jouer le titre. Alors, est-ce que l'OM peut jouer le titre avec l'exigence élevée de Zerbi? On peut tout imaginer, mais je pense qu'il faut raison garder, prendre les matchs après les matchs, les uns après les autres. On va utiliser les poncifs, mais cette équipe, elle est jeune. Elle est ambitieuse, avec un technicien et un staff, et une direction, une ligne directrice retrouvée, mais il faut prendre le temps. Le temps, parce qu'il y aura des moments délicats dans la saison. L'OM a perdu 2 points face à Reims, certes, mais a fait carton plein à l'extérieur. Donc il va falloir aller chercher les 3 points face à Nice, mais l'OM dispose du meilleur buteur du championnat, Mason Greenwood. Alors il sera, je pense, regardé différemment par ses adversaires dans les prochaines rencontres, et on va avoir des vrais tests dans le mois de septembre. Mais Luis Enrique est là également. Il y a cette polyvalence devant qui peut apporter le danger un peu partout. Alors, est-ce que l'OM a les capacités de poser des problèmes au PSG, comme l'a dit Quentin Merlin? Oui, potentiellement. Mais voyons déjà l'objectif d'aller chercher le top 3. Le top 3, c'est la Ligue des Champions la saison prochaine. Le top 3, ce sont des finances saines la saison prochaine pour débloquer les 45 millions d'euros, mais aussi pour encore affiner cet effectif. Et conserver Roberto De Zerbi. Parce que c'est le plan aussi. Cette ambition, elle est importante. Ce plan, il est à 3 ans dans la direction, mais on sait que les plans, ils peuvent évoluer. On l'a très bien vu ces dernières saisons à l'Olympique de Marseille. Prenons cette ambition à 2 ans. Top 3 cette saison. Et après, on pourra aller titiller. Et si on est top 3 au mois de février, avec seulement la Ligue 1 et la Coupe de France à jouer, peut-être qu'on pourra aller faire quelque chose d'autre. Mais d'abord, je pense qu'il faut être patient, effectif jeune, bon mercato réussi, avec des trous quand même sur les latéraux, même si on va espérer que personne ne se blesse. Il va falloir aller chercher cette victoire, la première de la saison à domicile face à Nice, le 14 septembre. On sera là, bien évidemment, pour étudier la rencontre. Il y aura ensuite le déplacement à Lyon pour aller chercher également une 3e victoire de rang à l'extérieur. Ça aussi, c'est une mission pour Roberto De Zerbi. En tout cas, mon bilan, il est positif. Il est presque parfait, ce mercato. On a de la réussite dans les premiers matchs. On marque beaucoup de buts. Il va falloir ajuster la défense. Il va falloir espérer ne pas avoir de blessés sur les côtés.
Et puis, on va voir comment les adversaires vont s'adapter à l'Olympique de Marseille maintenant que l'OM est attendu. Mais c'est un bilan satisfaisant de mon côté. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ça me fera évidemment beaucoup de plaisir pour le développement et pour continuer de grandir sur les réseaux avec cet Olympique de Marseille. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à liker cette vidéo et on va se retrouver très vite. En tout cas, je vous souhaite un très très bon week-end. Allez l'OM et à très vite.